Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à un nouveau grand format. Grand tournant dans le combat contre la corruption au Maroc. Le 23 mars dernier, le Parlement a adopté le projet de loi relatif à l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption. Créée par la Constitution de 2011, cette instance indépendante en charge de la bonne gouvernance est désormais dotée de larges pouvoirs et prérogatives. Entre autres, elle peut enquêter et lancer des investigations. Pour en parler, nous avons rendez-vous avec son président, Mohamed Bachir Rachdi, à la tête de l'instance nationale de la lutte contre la corruption. C'est tout de suite dans Grand Format. Mohamed Bachir Rachdi, bonjour. Bonjour. Ingénieur d'État en automatique et informatique industrielle, vous êtes lauréat de l'école Mohammedia d'ingénieurs. En 1986, vous cofondez Involis, une société spécialisée dans le développement de solutions informatiques, aujourd'hui cotée à la Bourse de Casablanca. Vous êtes également membre du Conseil économique, social et environnemental, ainsi que du Conseil de l'Observatoire national du développement humain, l'ONDH. Ancien secrétaire général de Transparency Maroc, vous étiez également le président de la commission éthique et bonne gouvernance au sein de la Confédération générale des entreprises du Maroc, la CGEM. Le 13 décembre 2018, vous avez été nommé par le roi Mohamed VI à la tête de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption. Première question, Bachir Rachdi, vous qui venez du secteur privé et du monde associatif, quel a été votre sentiment après avoir appris votre nomination à la tête de l'instance nationale de la lutte contre la corruption? En fait, c'est une cause pour laquelle je suis engagé depuis plusieurs décennies et donc ça me permet d'agir en responsabilité et de pouvoir apporter ma contribution pour faire avancer cette cause et pour permettre au Maroc de bénéficier d'un environnement assaini et propice au développement. Et donc ça a été bien sûr un sentiment d'une lourde tâche parce que la mission n'est pas facile, mais en même temps un honneur et une grande volonté de participer. Alors, votre nomination remonte à décembre 2018. Vous avez dû attendre plus de 2 ans avant la sortie de la loi qui encadre les missions et les prérogatives de l'instance. Parlez-nous un peu de ce que vous avez fait pendant ces 2 ans et des préparatifs que vous avez lancés durant cette période. En fait, on n'a pas attendu. Dès le lendemain de la nomination, plusieurs chantiers ont été lancés. Le premier qui a abouti à un rapport consolidé, c'est celui d'analyser l'existant et d'analyser les expériences marocaines en la matière pour pouvoir en même temps capitaliser sur les acquis, mais aussi identifier quels sont les freins et les contraintes qui ont été rencontrées, de sorte à ce qu'on puisse profiter de ces expériences et aller de l'avant sur des bases beaucoup plus fortes. Donc c'était un rapport de démarrage qui a été produit en février 2019. Mais en parallèle, nous avons lancé une dizaine de chantiers pour créer les fondements du travail de la future instance, des chantiers qui sont allés de l'approche stratégique, à commencer par la stratégie de l'instance et la déclinaison de ses missions constitutionnelles en plusieurs axes et fortement articulés. Nous avons travaillé sur la mise en place des fondements organisationnels et structurels de l'instance, en mettant en place la conception de la nouvelle organisation, les procédures qui vont structurer le fonctionnement aussi bien des volets métiers que des volets support et accompagnement de ces métiers. Donc, alors, tous ces aspects organisationnels ont été encadrés par la nouvelle loi qui a été votée le 23 mars dernier. La principale nouveauté, je dirais, de cette loi, c'est que vous êtes désormais doté d'un pouvoir d'enquête et d'investigation. Ma question, est-ce que cela ne risque pas de créer une confusion entre les rôles de l'agence et ceux d'autres organes et d'autres juridictions financières, notamment le parquet, la Cour des comptes, etc. Alors justement, je comprends parfaitement
interrogation. Si chez certains, c'est une inquiétude. Et c'est ce qui explique aussi le temps qui a été pris pour pouvoir mettre en place cette législation qui donne les fondements de la future instance et de son rôle au sein du dispositif institutionnel. Le temps a été pris de manière à avoir un échange et des concertations approfondies avec l'ensemble des acteurs concernés, aussi bien les départements ministériels concernés que les institutions dans le pouvoir judiciaire. Et justement pour lever ces ambiguïtés. Au fait, est-ce qu'il y a des missions qui sont partagées? Oui. Est-ce qu'il y a télescopage? Non. Au fait, il y a une complémentarité, il y a une articulation des rôles et des responsabilités, et l'instance joue son rôle constitutionnel qui est celui de superviser, de coordonner et d'assurer le suivi de toutes les politiques publiques et de participer à la moralisation de la vie publique. Et cette dimension d'investigation est une partie de ces missions. Le débat a beaucoup porté et même les médias ont beaucoup parlé de cette dimension, mais ce n'est pas l'unique dimension. Elle représenterait schématiquement 15 à 20% de l'effort qui va être déployé, mais le plus gros sera au niveau de la mise en place d'une stratégie qui assure la stratégie de l'État, au-delà de la stratégie nationale, la stratégie de l'État qui implique l'ensemble des intervenants. Comme il s'agit d'une mission nouvelle qui incombe à l'instance, on aimerait bien savoir comment vous allez procéder et si vous pouvez nous décrire un petit peu le parcours client, le parcours du plaignant, si on pourrait l'appeler ainsi. Juste pour terminer, en 2 mots, c'est pour dire que les missions sont multiples et même le fait d'avoir une responsabilité de supervision des politiques publiques est une mission nouvelle. Mais je reviens à l'investigation puisque c'est là votre question. C'est une mission qui est dotée de tous les moyens d'intervention, aussi bien en termes d'enquête, d'intervention sur site, avec possibilité de rentrer dans les locaux des organes de droit public que privé, quand il s'agit de ce cas, c'est-à-dire quand il y a des locaux qui relèvent de droit privé, à ce moment-là, il y a participation des officiers de la police judiciaire de manière à rester en conformité avec la Constitution et les lois en place pour la protection des droits individuels. Mais ces interventions se passent sur ordre et sous l'autorité du président de l'instance. L'instance a les pouvoirs de demander toute information auprès des institutions publiques et privées de manière à pouvoir approfondir ces enquêtes et constituer les preuves des cas de corruption. Et là, ces procès-verbaux sont probants jusqu'à preuve du contraire. Et pour accomplir ces missions, un corps de commissaires investigateurs est mis en place pour pouvoir accomplir ces missions, bien entendu cadrées par des règles très strictes qui garantissent le droit des citoyens et qui garantissent aussi l'intérêt général pour pouvoir assainir la situation de la corruption. L'objectif étant de faire de ce volet-là un volet qui permet à ce que l'impunité en la matière ne soit pas envisagée et qu'il y ait en quelque sorte une manière de prévenir. Ça servira aussi de prévenir puisque ça va empêcher les gens d'avoir une facilité à rentrer dans des actes de corruption. Alors vous avez le droit de mener des enquêtes, mais vous n'avez pas le droit de prononcer des sanctions. Ça a été effectivement une approche qui permet de manière très claire à créer l'articulation des rôles. L'instance fait les enquêtes et elle transmet en fonction des cas, si ça relève
d'infractions administratives, c'est envoyé aux administrations concernées. Si ça relève d'infractions financières, c'est envoyé au pouvoir compétent, notamment la Cour des comptes. Et quand ça relève de crimes punis du point de vue pénal, c'est au parquet que c'est envoyé. Quand il s'agit de cas qui touchent à la concurrence, c'est en conseil. Donc chaque cas est en fonction de l'aboutissement de l'enquête est envoyé à l'instance concernée et au pouvoir concerné pour prendre les décisions de sanctions qui s'imposent, de manière à ce qu'on mette les dossiers sur la voie de l'application de la loi et que, justement, dans un dispositif institutionnel global et fortement, dans les rôles et les responsabilités sont fortement articulés. Est-ce que l'instance est aujourd'hui prête à lancer des investigations? Est-ce que vous avez déjà recruté les commissaires, ceux qui vont se charger des enquêtes? Et autre question, quels sont les profils que vous allez privilégier pour les enquêteurs de l'instance? Est-ce qu'il y aura une formation spécifique pour les commissaires de l'instance? Il y a le statut du personnel qui est prévu par la loi et la loi prévoit aussi à ce qu'il y ait un chapitre réservé à ce corps des commissaires investigateurs et qui va définir bien sûr les conditions de recrutement, mais aussi les conditions les différentes catégories qui constituent ce corps, et pour chaque catégorie, quelles sont les formations, quels sont les processus d'intégration au sein du corps. Quels sont les profils, ils seront très divers. Nous allons, là encore, dans le cadre de la capitalisation, on va chercher à avoir des magistrats de justice financière de la Cour des comptes qui vont pouvoir venir contribuer à l'édification de ce dispositif, mais nous allons chercher à intégrer des profils qui sont de la police judiciaire, mais d'autres profils aussi d'inspecteurs financiers, d'auditeurs, de spécialistes par secteur. Et donc c'est un processus qui sera, qu'on a initié pour identifier les premiers profils à intégrer, mais c'est un processus qui prendra progressivement forme avec le temps, sachant qu'on ne peut pas faire de recrutement tant que le statut n'est pas encore en place. On ne peut pas faire de recrutement de manière large tant qu'il n'y a pas le statut mis en place. Alors, la loi maintenant a été votée. Je pense qu'il faudrait attendre sa publication au bulletin officiel. Ma question, il reste encore les statuts, mais que reste-t-il encore pour que l'instance soit 100% opérationnelle et commence à remplir ses missions? Comme j'ai dit, ça dépend de ce qu'on veut dire par opérationnel. Elle a été opérationnelle sur certains aspects le lendemain du 13 décembre. Elle continuera à compléter son dispositif sur les années à venir, mais nous allons couvrir nos missions de manière complète, c'est-à-dire dans les mois à venir. Nous allons les remplir à un certain niveau et en fonction de la maturité de chaque dispositif mis en place. Parce qu'il y a beaucoup de dispositifs qui sont à mettre en place. On a parlé des investigateurs, mais il y a aussi l'observatoire qui est un dispositif extrêmement important dans la mesure où nous considérons que l'approfondissement de la connaissance objective du phénomène et de ses manifestations est important pour connaître la situation. La crise sanitaire, Bachir Rachdi, offre un terrain propice à la corruption. Vous qui suivez de près l'évolution de la corruption au Maroc, est-ce que vous avez constaté une accentuation de ce phénomène? Est-ce que vous avez repéré de nouvelles formes de corruption pendant cette période? Alors justement, en parlant de l'Observatoire et des outils d'approfondissement de la connaissance, parmi les outils, c'est chercher l'information sur le terrain de manière à rapprocher avec les analyses qu'on récolte de par le monde. Nous avons lancé une enquête terrain pour justement identifier quelles sont les nouvelles formes
et l'ampleur qu'elles ont prise en période de crise. Et nous allons profiter de cette approche de sorte à ce que nous sortions avec des recommandations pour prévenir la corruption, pas seulement pour la pandémie Covid-19, mais pour toutes les crises qui imposent des règles d'exception et des situations d'exception. Un mot sur les marchés publics. C'est une activité très exposée au risque de corruption. Face à la sophistication en fait, du phénomène de la corruption, qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer la corruption dans les marchés publics? Éradiquer, on dit souvent que la corruption ne sera pas éradiquée, en tout cas pas à un horizon raisonnable, mais elle peut être très considérablement réduite, et c'est ça l'objectif qu'il faut rechercher. Dans les marchés publics, justement, la volonté qui est mise en évidence, c'est celle de garantir la transparence, la concurrence loyale, etc. Mais malheureusement, les résultats ne sont pas en convergence avec ces objectifs. L'instance travaillera avec les institutions concernées pour créer un cadre où il y a lieu de responsabiliser davantage plutôt que de vouloir faire une gestion en parallèle par le contrôle a priori, responsabiliser davantage et demander des comptes. En parallèle, l'instance est en train de mettre en place un mécanisme d'alerte de haut niveau dans le cadre du programme OCDE concernant justement les marchés publics où les entreprises concernées auront la possibilité de saisir ce mécanisme pour déposer leurs réclamations quant au manque de transparence, quant au manque d'équité en termes de concurrence. Et des experts travailleront pour lever ces contraintes. Pour rester dans les marchés publics, on voit parfois certains appels d'offres sont taillés sur mesure pour certaines soumissionnaires. Est-ce que le fait qu'une entreprise décroche le même marché pendant une longue période, 10 ans, 15 ans, est-ce que cela ne suffit pas pour interpeller les autorités, notamment votre instance? Surtout que vous avez le pouvoir d'autosaisine, j'imagine, avec la nouvelle loi. Nous avons le pouvoir d'autosaisine. Je pense que c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut mettre à plat le système de gestion des marchés publics de manière à rendre les choses plus transparentes. Il se trouve que dans ce que vous dites, il y a aussi bien ceux qui ont la volonté de faire aboutir leurs projets de manière efficace et avec des résultats qui sont fondés. Et il y a ceux qui exploitent justement le cadre des marchés publics pour détourner et pour contourner les lois. Alors la solution, c'est pas de ne pas pouvoir contractualiser. C'est que quand on veut le faire, ou quand on considère qu'il est opportun de le faire de manière transparente et définir quelles sont les raisons qui ont poussé le gestionnaire public à le faire. Donc c'est une autre conception de la gestion des marchés publics qui met le contrôle a posteriori et qui met la transparence totale sur tous les actes, plutôt que de mettre une unification des modes et qui devient complexe et qui devient parfois un parapluie à des pratiques illicites. Dernière question, l'indice de perception de la corruption n'a pas bougé sur les dernières années au Maroc. Est-ce qu'on peut espérer, avec la mise en œuvre de la nouvelle loi et de ces mécanismes, est-ce qu'on peut espérer une amélioration du classement du Maroc dans les rapports internationaux? Alors, le classement est un résultat. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on travaille de manière isolée. Si on ne réussit pas à voir s'améliorer le classement du Maroc, ça veut dire qu'on a raté notre mission. L'objectif est de créer les conditions où les politiques publiques produisent des résultats à fort impact sur les citoyens et sur l'acteur économique et institutionnel. Ces impacts vont nécessairement se ressentir sur toutes les mesures
y compris sur l'indice de perception de la corruption. Effectivement, nous avons au Maroc fait beaucoup. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup de projets, qui ont été réalisés. Il manque de cohérence, il manque de priorisation peut-être, il manque en tout cas, il manque d'impact perceptible par les citoyens qui continuent à souffrir de pratiques qui les empêchent d'atteindre de manière transparente leurs droits et qui font que la répercussion sur les classements internationaux, pas seulement sur l'indice de perception de la corruption, mais sur beaucoup d'enquêtes et d'études à l'international sur la gouvernance, sur plusieurs, en quelque sorte, mesures qui reviennent toujours sur le constat que la situation ne s'améliore pas. Donc, c'est toute l'approche qui va être développée sur des axes multiples et articulés qui doit donner des résultats et des résultats qui doivent être à court terme, à moyen et long terme. Il ne s'agit pas de se positionner sur une stratégie qui va produire ses effets dans 10 ans, mais une stratégie qui va produire progressivement des effets et des effets perceptibles. Mohamed Bachir Rachdi, président de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, merci d'avoir répondu aux questions du 360. Merci pour votre invitation. Merci à vous, chers internautes, d'avoir suivi cette émission. À très bientôt.